Alors, qui dit quiz dit le QR code, hein, vous l'avez déjà fait tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, ni derrière, derrière l'écran ou sur cette salle aujourd'hui. C'est très pratique comme application, hein. En gros, il n'y a rien à télécharger, vous n'avez pas à créer de compte, vous avez juste à flasher et 3 secondes après, vous avez accès au formulaire et vous pouvez jouer avec nous. Les réponses vont s'afficher et vous pourrez être fièrement dire que vous êtes celui qui a le mieux répondu. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de découvrir quelles sont les photos que vous allez voir. Alors, ce matin, on a vu des photos sous l'océan avec Greg Lecoeur, qui est photographe animalier. C'était magnifique. Et là, vous allez voir à quel point l'océan est photogénique vu du ciel. Et pour nous présenter ces photos, nous allons accueillir un expert des photos de l'océan vu du ciel. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Jérôme Benveniste. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tous les gens qui étaient là depuis ce matin ont vu défiler des scientifiques. Et c'est vrai qu'on parle souvent de vos recherches, mais pas souvent de comment vous êtes arrivé à faire ce métier. Parce que les scientifiques ont aussi un cœur. Et ce sont des gens qui avaient des rêves. Et votre rêve, c'était quoi? D'être le commandant Cousteau, en vrai? Moi, oui, quand j'étais aux États-Unis, d'abord, je suis né à Paris. Ensuite, mon père a fait un postdoc. Donc, à 9 ans, j'étais aux États-Unis et je voyais Jacques Cousteau. Il ne diffusait pas encore en Europe. Et alors, voilà, je voulais être plongeur sous-marin, je voulais être pilote de sous-marin, pilote d'hélicoptère. Et je voulais remplacer Jacques Cousteau dans la passerelle là, de la Calypso. Et puis, bon, j'ai réussi quand même à faire des activités intéressantes par rapport à l'océan. J'étais en Antarctique, dans les bateaux le Marion Dufresne, le bateau des territoires austral et antarctique françaises. Et puis, au cours de mes études, mon patron, mon prof m'a dit l'avenir, c'est le spatial. Donc moi, je voulais faire de la plongée sous-marine. Ouais, donc, vous étiez plongeur. Voilà, exactement. Voilà, donc exactement. Voilà, ça c'est moi, du moins dans mes rêves, quand j'étais petit. Et puis, c'est pas une photo authentique de vous, ça. Hein, Mensonge, alors, mensonge. C'est pas vous, ça. non, c'est pas exactement moi, mais avec le masque, on peut s'identifier. Et ensuite, donc mon patron m'a dit l'avenir c'est spatial. Donc à partir de là, j'ai regardé l'océan. Donc vous avez troqué le concentration tuba. spatiale. Voilà, et ensuite, la prochaine image va nous montrer ce qui est devenu mon rêve. Passer son temps à regarder un écran d'ordinateur. C'était pas ça que vous pensiez faire quand même au départ. Non, mais non, finalement, c'est passionnant parce que on utilise les satellites. On a besoin des données in situ, c'est très important pour étalonner, tout le monde a dit calibrer, mais ça c'est pour les pommes, il faut étalonner les satellites, et ensuite on injecte tout ça dans un modèle mathématique, on en a parlé beaucoup, le twin, le jumeau numérique par exemple, ouais. et tout ça nous permet d'avoir une vision globale de l'océan avec tous ces paramètres, et aussi, grâce à Mercator, en profondeur, parce que les satellites ont beaucoup de mal à voir la profondeur, sauf le radar altimètre. Le radar altimètre, il voit le fond des océans, mais pas parce qu'il le voit, mais à cause de l'excès de masse, donc ça fait des déformations. Vous avez passé plus de 30 ans à l'Agence spatiale européenne. Ah oui, alors donc, en fait, de l'océan à l'espace. Il y a une quiz, quel est le premier satellite de précision? Donc Topex Poséidon, 1992. Mais moi, j'ai été recruté à l'Agence spatiale européenne pour le premier satellite européen. Un petit peu moins de précision sur l'altimétrie, mais avec un autre type d'instrument qui fait des belles images radar, qui s'appelle ERS, European Remote Sensing Satellite, le ERS1. Donc on l'a lancé en juillet 91, juste avant Topex. Mais c'était bien parce qu'on les a lancés plus ou moins ensemble et ils se complémentent les deux. Topex, c'est la référence et on cale, on étalonne, on cale ERS1 sur Topex et on a une meilleure vision du monde. Ça doit être très intéressant d'être dans les coulisses et d'avoir vu comme ça sur une trentaine d'années toute l'évolution des images qui ont dû être de plus en plus précises, de plus en plus intéressantes en termes de collecte de données. Ça devait être fascinant. Et on peut préciser aussi depuis 16 ans que vous œuvrez à l'échelle internationale maintenant, puisque vous êtes le président de la commission scientifique de l'observation de la Terre au COSPAR. C'est quoi le COSPAR? Alors le COSPAR, c'est un comité qui a été créé sous l'impulsion du comité scientifique international, qui a été créé après le vol de Spoutnik en 58, pour que les scientifiques du monde entier puissent travailler ensemble. Et le comité international de la science dit unir le monde par la science. Ah, c'est beau. Surtout quand il y a des difficultés politiques. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, c'est un petit peu difficile. Le COSPAR est un acteur essentiel qui permet de
trouver un endroit où on peut tranquillement échanger au niveau purement scientifique et non pas géopolitique. Politique, oui. Et ben, ça va tout à fait un petit peu avec la semaine qui nous unit autour de l'UNOC et de le fait de parler de façon internationale de l'océan. Alors moi, je vous propose de commencer le jeu. Votre mission, Jérôme, ce soir, ce sera d'être le maître du jeu. C'est des images que vous connaissez bien, c'est vous qui nous les avez fournies, donc vous savez tout, mais vous ne savez pas encore ce qu'on va voir. Et vous allez voir que l'océan est quand même sacrément photogénique vu du ciel. On va passer tout de suite à la question 1, la première photo qui est une vidéo. Bon, a priori, c'est la Terre, ça va, il n'y a pas trop de mystère. On précise quand même qu'à chaque fois, ce n'est pas des images telles qu'on les voit, hein. C'est à chaque fois interprété. Et là, on ne va pas dire ce que c'est encore. Ça pourrait être un sortie de modèle de Mercator. D'accord. C'est un modèle numérique qui a pris toutes les données. Voilà. Et le concept que vous devez garder sur les modèles, c'est que on a un modèle qui dit, la physique nous dit, il va se passer ça. Sauf que la nature est un peu complexe. Donc, on rajoute les données et on pousse le modèle vers la réalité. À chaque fois, il y a des cycles d'assimilation. Ensuite, on fait des prévisions, assimilation, prévision, etc. Donc, le modèle sans les données ne serait pas très bon. Et les données sans le modèle ne nous permettra pas d'avoir une vision globale. Aussi beau. Hein. Ouais, bah, comme une ça. vision, mais de quoi? Alors, vous allez devoir deviner. Voilà, bah, attendez, on va donner des propositions. Je sais qu'il faut ça, c'est ça. Alors, est-ce qu'il s'agirait de cette vidéo? Est-ce que ça pourrait être là? Alors, attendez, je vois. La salinité, les courants, le plancton ou la température? Vous pouvez répondre secrètement sur votre téléphone. Il y en a qui crient, il n'y a rien à gagner. Calmez-vous, calmez-vous. On le fait pour la beauté de la science. Vu qu'il est déjà au milieu de l'après-midi et que vous avez vu beaucoup de choses, il est interdit de se tromper. J'espère bien, parce que vous êtes là depuis ce matin. J'espère bien. Il y en a, oui, je les ai vus. Bravo. Bravo. 4 secondes pour répondre. Alors, Jérôme, c'était quoi? Alors ça, c'est une représentation des courants océaniques avec une image un peu spaghetti, avec un vermicelle, etc. Et on voit parfaitement le fameux Gulf Stream qui part du golfe... du Mexique. Du Mexique, voilà. Oui, le golfe du Mexique, où le courant est très très chaud et puis envoie de la chaleur sur l'Europe. Vous savez qu'en Europe, il ne fait pas du tout le même climat que le Canada, alors qu'on est à peu près au même latitude. Bordeaux et finalement Montréal sont à la même latitude. Ouais. Exactement. Et là, on voit des tourbillons qui se créent. Et justement, l'océan est turbulent. Vous avez vu déjà quelques images. Et c'est assez extraordinaire de voir ce qu'on peut voir aujourd'hui, alors que sur un bateau, il est impossible de voir ça. Mais comment on voit ça, cette distance? Alors, ces mesures, elles sont faites par l'altimètre. On mesure la hauteur. Et c'est exactement comme les vents. C'est-à-dire la pression atmosphérique crée des vents. La différence de pression atmosphérique crée des vents. Et la différence de hauteur de la mer crée des courants, qu'on appelle des courants de pente. D'accord, la hauteur peut être mesurée et ça va te trahir finalement un certain courant. Voilà, comme on mesure la pression atmosphérique, on a des vents, des pressions, anticyclones, etc. C'est exactement pareil sur l'océan. On mesure la hauteur et l'eau, si elle est trop haute, pour raison de déséquilibre dû à l'ensemble de la circulation océanique et les forçages, on a entendu ce mot-là ce matin, les forçages par exemple, eh bien l'océan se rééquilibre en faisant couler l'eau du haut vers le bas. On va passer à la deuxième vidéo. Oh, c'est encore incroyable. C'est hypnotique votre truc un peu. Hein, vraiment. Je vous laisse un peu admirer. Lumineux. Ouais. Alors ça, c'est des Français en Bretagne qui font ça. Révélez pas tout, hein, parce qu'on va quand même proposer... C'est la Bretagne, c'est juste la Bretagne. Mais on ne sait pas ce que c'est. Par contre, il y a des possibilités... On va voir. Est-ce que ce que vous avez vu, est-ce que vous voyez bouger, est-ce que ce serait la propagation d'une marée noire, en Bretagne c'est possible, hein, la turbulence océanique, on précise de l'eau, la diffusion des fragments de plastique ou du biofilm? C'est quoi du biofilm? Peut-être on peut préciser. Alors les biofilms, c'est toutes les agglomérations d'éléments naturels, disons, qui soient organiques. Par exemple, les planctons, c'est en général... Des agglomérations d'algues, parfois un peu gras, et donc ça pourrait ressembler à de la marée noire. Ça pourrait, mais difficile de séparer. Tout à l'heure, vous avez été bon dans la salle. Hein. On va voir si ils sont bons. Ah, pas mal, turbulence océanique. Ah, il y en a un que vous avez embrouillé avec le biofilm. Je vois que les gens sont très intéressés par le plastique. Hein. Je ne sais pas si c'est à cause de la séquence précédente. Effectivement. Alors là, c'est une représentation particulière qui nous permet de voir vraiment la petite échelle, la micro-échelle. Et, ça, c'est zoomé déjà.
On n'est pas trop haut, quoi. Hein. Ben non, c'est pas tout à fait zoomé. Ouais. Si vous regardez bien, il y a des petites taches marron là, et ça, Ouais. c'est les Açores. Ah oui, Voilà, en effet. vous voyez, Ouais. on voit les Açores et l'île qui est de l'autre côté de la médiane océanique et Ponta Delgada, Horta, qui est bien connu des navigateurs, Fayal, etc., Pico. D'accord. Et donc ça, c'est la turbulence. C'est une représentation où on voit l'énergie et l'énergie qu'il y a. Et cette énergie, en fait, elle participe à toutes les échelles, mais aussi à cette micro-échelle, au transport de chaleur et au mixage, au mélange des couches supérieures de l'océan. En tout cas, si vous cherchez des moyens de financer les organismes de recherche, on pourrait vendre ça pour des clips psychédéliques. Hein. C'est quand même assez incroyable. On pourrait faire croire que c'est pas du tout l'océan, donc c'est assez. En tout cas, c'est joli. Hein. On se Oui, régale. je vous avoue, je l'ai imprimé, je l'ai mis dans mon salon. Ah ouais, voilà, on peut la vendre très cher dans une galerie. Alors, Ocean Next, c'est des gens qui travaillent à Brest en collaboration avec l'Ifremer et qui collaborent aussi avec Mercator, etc. Et je crois qu'en France, on a une grande capacité sur l'océan. Peut-être qu'on est une nation maritime c'est important historique. de le rappeler, Oui. qu'en fait, il y a de la science qui vaut le détour en science, et particulièrement sur le territoire de Nice. Hein. Ça, on peut quand même le rappeler, que c'est scientifiquement solide, et c'est pas pour rien qu'on accueille l'UNOC. Hein. Voilà. Et on a la deuxième zone économique du monde, si vous avez suivi le quiz précédent. Ah ah, vous avez suivi, hein, vous le saviez, hein, bien sûr, bien sûr. Alors, photo mystère numéro 3. Alors là, c'est très coloré. Alors, on rappelle quand même que les couleurs ne sont pas réelles, évidemment. Il n'y a pas d'épileptique dans la salle ça flash. Alors, on utilise toujours une échelle de couleurs pour représenter un paramètre. Hein. On peut prendre, je ne sais pas, la hauteur d'un humain, et puis quand on fait 1,50 m, c'est bleu, quand on fait 2,10 m, c'est très rouge. D'accord, ok, c'est une sorte de code associé à quoi, d'ailleurs? On ne va pas dire Un ce que paramètre. c'est. Un paramètre, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, est-ce que ces couleurs, ça pourrait représenter la température de surface, les zones où on pêche le plus de poissons, la salinité de surface ou la hauteur de l'océan? Il y a un indice qui a été donné tout à l'heure, qui devrait normalement vous mettre la puce à l'oreille. Quand on a parlé un peu... Non, je dis rien. Je ne vais pas influencer la réponse. Et vous avez 10 secondes. Ah ouais, on vous laisse encore un petit peu de temps, là. En tout cas, pour vous aider, on peut voir que, et on dirait qu'il y a un arc-en-ciel qui va de l'équateur jusqu'au pôle. Ouais, Alors, on va voir si la salle est aussi... Ah bon, ouais, facile. En plus, on a parlé juste avant du Gulf Stream, et là, on le voit aussi de façon assez claire et nette. Hein. Là, la visualisation, elle est assez impressionnante. Et on voit qu'il y a une sorte de courant froid qui arrive, d'ailleurs, près de Montréal. C'est aussi pour ça qu'il fait plus froid? Ça vient du pôle Nord? Disons qu'il fait plus chaud en Europe parce qu'on voit ce transport de chaleur qui commence rouge, très rouge, qui devient un peu jaune et qui devient un peu vert. Mais le vert, c'est déjà une température de surface de la mer de 20 degrés, alors que les courants qui descendent de l'Arctique, qui longent le Groenland, sont des courants de l'ordre de 2 à 4 degrés. Donc il y a un gros gradient de température. Et pourquoi ça fait ça? Ah, c'est intéressant. Il y a une image par heure. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit là? On dirait qu'il y a le cœur qui bat, le cœur de l'océan qui bat, vous voyez? Ouais. Voilà, ben c'est jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Okay. Le soleil qui chauffe la peau de l'océan. Et ça, c'est une mesure de la peau de l'océan. La surface. C'est-à-dire que depuis les satellites, on ne voit que le rayonnement infrarouge de l'océan. On ne pourrait pas voir les profondeurs, là, il faudrait des capteurs. On ne peut pas mesurer la température du fond de l'océan, mais c'est la surface. Donc la surface change de température entre le jour et la nuit. Ça se tient, ça se tient. On va passer à la photo mystère suivante. Encore des couleurs, chouette. Bon, on a une photo. Alors, je vous laisse l'observer un peu. À votre avis, est-ce qu'il s'agit de 1. La salinité, 2. La turbulence colorée en température, des zones d'absorption du CO2, une fresque murale du Calypso Club de Nice? Il peut y avoir des pièges. Vous êtes allé au Calypso Club, je vois. Il y a des connaisseurs, ce que je vois. C'est-à-dire qu'elles sont tellement belles ces images que c'est vrai, vous l'avez dit, on peut les mettre à un mur, hein. On pourrait les accrocher et les mettre dans une galerie d'art, ce serait pas surprenant. Rétro-éclairé, ça donne une très très belle image que vous pouvez mettre dans votre salon. Le temps est écoulé. Alors, quelque chose me dit qu'ils ont trouvé. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut en dire de différent par rapport à ce qu'on a vu avant? C'est quoi exactement la différence? Parce qu'on voit aussi des couleurs, ça a un rapport avec la température, mais qu'est-ce qui change? Alors là, on regarde, en fait, on est intéressé par le transport de chaleur comme dans toutes les machines thermiques. Par exemple, votre automobile, il y a
l'endroit où il y a le feu, là, dans le moteur, et l'endroit où il y a le froid, le radiateur. Donc une machine thermique, ça permet de faire... de créer de l'énergie, ou en tout cas de transformer l'énergie thermique en énergie physique. Donc, on est intéressé par le transport de chaleur et on regarde la température et la turbulence et les courants. Et on voit les méandres, etc. On voit bien le Gulf Stream, on voit le Kuroshio, qui veut dire courant chaud en japonais. Et on voit aussi la manière dont l'énergie se distribue dans l'océan Indien, qui n'a pas d'océan nord. En effet, ouais. On voit bien que ça reste beaucoup plus chaud. Et on voit aussi le transport de chaleur autour de l'océan circumpolaire antarctique, qui est un problème, parce que si on amène de la chaleur en Antarctique, on risque de faire fondre la glace. Et quand la glace fond, le niveau de la mer monte. Oui, il y a d'autres conséquences peut-être au niveau des courants profonds, non est-ce que ça change autre chose que la montée des océans quand ça fond? Essentiellement, ça, c'est de la vue de surface. Mais il est vrai qu'en Antarctique, quand il y a un courant chaud qui vient lécher les langues de glace qui s'avancent dans la mer, ça fait fondre ces langues de glace le plus rapidement. Et sans ces freins à la descente du glacier, les glaciers s'écoulent plus vite. D'accord, donc ça s'accélère. Ça accélère. C'est malheureusement, c'est pas linéaire, le réchauffement climatique, c'est que ça va s'emballer, en fait. On regarde avec le plus de pression possible la température autour de l'Antarctique et bien sûr du Groenland. Et on regarde l'effet que ça a et les courants, parce que les courants vont donc faire un mélange et apporter de la chaleur. On va passer à la photo mystère suivante. Alors, une vidéo, encore une fois. Alors, c'est très animé, surtout dans un coin. Je ne sais pas ce qui se passe dans la Manche. On ne sait pas, on verra après. Je vous laisse admirer encore quelques secondes. Alors, à votre avis? C'est une échographie. On dirait un peu une échographie de la Méditerranée et aux alentours. Est-ce que c'est les routes de navigation commerciale les plus fréquentées, les directions et forces du vent, les courants estimés à partir de la hauteur de la surface de la mer ou les itinéraires des dauphins? Et apparemment, les dauphins, je ne sais pas ce qui se passe près de la Normandie. Si c'est ça... Là, je sens que ça réfléchit. Ça réfléchit. Qu'est-ce que ça pourrait être? Vous avez été plutôt perspicace jusqu'à maintenant. On va voir si vous l'êtes toujours. Et oui, bravo. C'est ça. Mais ouais, ils sont intelligents. Bravo. Alors, effectivement, les routes de navigation, c'est intéressant parce que quand on a les courants, quand Mercator nous donne les courants, on a tendance à dire aux bateaux, profitez du courant. Les gens qui font de la voile le savent. Si on est dans le courant ou contre le courant, on perd la régate si on est contre le courant. Et donc là, c'est une modélisation avec un zoom sur la Méditerranée, parce que Nice oblige. Mais oui. Et on voit parfaitement le courant de Ligure qui vient de l'Italie vers la France et qui continue vers l'Espagne. Il décroche un peu là, et ensuite on voit aussi toute cette turbulence qui vient du fait que la Méditerranée est très salée et s'évapore, et l'eau atlantique vient nourrir la Méditerranée et créer ces turbulences autour de l'île d'Alboran, après Gibraltar. Et qu'est-ce qui se passe là-haut, en fait là, éclairez-nous, parce que... Les gyrophares. Oui, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qu'on a vu précédemment aussi. Ça, c'est la marée. Et là, on voit les 14 mètres d'amplitude et qui créent donc les courants, qui sont des courants de marée essentiellement. Oui, parce qu'on estime avec la hauteur de la mer, donc c'est pour ça les marées dans la Méditerranée, bon, pas dingue, mais près du Mont-Saint-Michel, là, on voit qu'elles sont beaucoup plus... il y a beaucoup plus d'amplitude. Ouais. J'insiste beaucoup sur la hauteur de la mer, c'est ma spécialité, l'altimétrie, et surtout la circulation océanique, c'est un paramètre assez fondamental qui nous aide à suivre les marées noires, les plastiques, mais aussi les transports, les échanges de chaleur, les transports de chaleur. Et ces tourbillons sont très intéressants parce que c'est de l'énergie qui permet de transporter la chaleur. Allez, on va passer à la photo mystère numéro 6, sinon on n'aura pas le temps de toutes les faire, et c'est dommage parce qu'elles sont toutes belles. Celle-là aussi, je l'ai dans mon salon. Wow. Ouais, ça je veux bien croire. Je veux bien croire, ça peut être un très beau fond d'écran pour votre PC ou votre Mac, on va pas faire des pubs. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une peinture à l'aquarelle d'un peintre d'art abstrait? Pourquoi pas? Est-ce qu'il s'agit des hauts fonds, une floraison de plancton, des nuages lors d'une tempête tropicale?
Ah, ils sont divisés. Alors, est-ce que c'est Léophon ou une floraison de plancton? Eh bien, oui, c'était l'image piège. Eh ouais, ah bah, il faut pas être bon tout le temps. Hein. Effectivement, on pourrait Voilà. voir des bancs de sable et à travers une eau peu profonde, peu turbide, bien claire. On pourrait croire que c'est des bancs de sable. Mais c'est en fait les floraisons de plancton. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on n'utilise pas juste un appareil photo avec 3 couleurs, on a plein de bandes de couleurs et on cherche à utiliser des bandes particulières pour essayer de détecter des choses particulières. Par exemple, le plancton, c'est vert, disons, c'est la chlorophylle, le phytoplancton. Et donc, on regarde plus particulièrement les canaux dans le vert. Donc là, l'image, elle est plutôt verte et un peu bleue. Et donc, c'est pour ça. Et alors, la floraison de plancton, c'est un problème qui peut être grave parce que souvent c'est toxique. Hein. On entend souvent à la radio, on interdit de vendre les huîtres parce qu'il y a une floraison d'algues toxiques, etc. Oui, c'est pas qu'en Bretagne finalement les algues vertes. Hein. Oui, non, mais ça peut être n'importe où. Et cette image, elle vient de la mer Baltique. Et il y en a dans l'Atlantique Nord. Absolument partout lorsqu'il y a de la vie, quoi. Donc, dès qu'il y a du plancton. Oui, c'est des Alors, conséquences peut-être de... qu'est-ce qui fait de cette floraison? Soit c'est des cycles naturels qu'il y a depuis des millions d'années dans l'océan, ou alors c'est un peu amplifié par tout ce qu'on met dans l'océan qui n'était pas là d'habitude et qui favorise la floraison. Par exemple, des déjections ou des déchets qui sont liés à l'agriculture, qu'elle soit végétale ou animale. L'élevage intensif, ouais. Donc c'est pas trop bon signe, c'est beau, mais c'est pas bon signe. On va passer... Mais c'est important de le mesurer parce que quand on fait de la pisciculture et qu'on a emprisonné les poissons dans des nasses, le temps de les voir grandir, quand ça arrive, on va perdre tous les poissons parce que ça bouffe tout l'oxygène. D'où l'intérêt de le mesurer depuis D'où l'espace. l'intérêt de les mesurer et de prévoir. Voilà. Alors on passe à la photo mystère numéro 7. Ah, c'est joli, on a l'impression qu'on zoome un petit peu. Alors, je vous laisse l'observer en détail. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des montagnes couvertes de neige, un aéroport construit sur la mer, une inondation ou un panache de rivières turbides? Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Ouais. Est-ce que vous voyez bien les réponses, ceux qui sont ici? On les cache, hein, peut-être. Non, ça va. Ouais, alors sur la droite, là, 6 secondes. Je ne dis rien. On ne va pas donner trop d'indices non plus. Hein. On va faire tout le travail. Alors, voyons voir s'ils ont trouvé. Oui. Eh ben, pas mal. Très très bien, ouais. Parce que en fait, il y a un aéroport construit sur la mer. On dirait l'aéroport de Nice, là, un peu à droite en bas. Au centre, c'est le port spatial européen. C'est de là que partent les fusées Ariane. Ah, donc là, on est en Et Guyane, alors. C'est Sentinelle-2A qui photographie Sentinelle-2B qui va pour être lancé. Et justement, il y a un panache dû à la rivière. Donc, c'est cet endroit que l'on voit très turbide. Là où se rencontre la rivière, l'eau de rivière qui est chargée de sédiments dans l'océan. C'est pour ça qu'on la voit bien. Et c'est très important de regarder en zone côtière, parce que la zone côtière, d'abord, c'est là où il y a les gens qui habitent. Et ensuite, il y a ces interactions entre la mer et la terre, donc les flux de rivière vers l'océan, qui vont amener de l'eau pas salée, mais avec beaucoup de particules en suspension, des particules organiques ou inorganiques. Donc, on voit. Et surtout après des grandes pluies, comme on en a eu juste il n'y a pas très longtemps, on voit toute cette perturbation de la circulation côtière due à cet apport massif d'eau polluée de la rivière. D'accord. Ça fait une petite transition. Et là, je donne déjà un indice quand je dis ça avec la photo d'après. La photo mystère numéro 8. Je vous laisse l'observer. Donc on voit. Alors, il s'agit, à votre avis, la température de surface de la mer, la hauteur de la mer, les zones de pollution ou la salinité de surface de la mer. On parle encore une fois de surface parce qu'on ne peut pas aller voir le fond de l'océan avec les satellites, c'est ça? Oui, la température de surface, la salinité de surface. La hauteur, c'est la déformation de la surface. Je sens qu'il y a débat là. Il y a débat dans la salle, on va voir. Je sens que ça va être divisé. Ah, ça va.
Très Alors, bien. pour la température et la salinité, alors? Oui, bon, c'est pas exactement la température. Non, Euh, c'est la salinité. la température, on n'aurait pas eu cette langue bleue. Euh, mais en fait, ça pourrait l'être, mais c'est toujours un peu un piège. Parce que la partie bleue, vous imaginez bien que c'est de l'eau douce qui vient du plus grand fleuve en termes de débit du monde, l'Amazone. C'est ça qu'on voit, ce grand petit Et on voit zigzag que là, bleu, d'accord? et on voit que ça pourrait refroidir une partie de l'Atlantique au niveau entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, là. Mais c'est en fait de l'eau douce qui va se diluer lentement. Et l'eau douce, elle est moins lourde que l'eau salée, puisqu'il n'y a pas le sel. Et donc, elle a Par tendance définition, ouais. à rester en surface. Mais cette énorme langue d'eau douce que l'on voit On la voit perturbe bien, complètement la circulation. Et voilà. Mais ça aurait pu être la température, parce qu'on voit que c'est un petit peu chaud dans la zone intertropicale et un petit peu froid. Mais en fait, c'est pas froid, c'est tout en haut, près des pôles, près de Groenland. C'est en fait le Groenland qui fond et qui nous apporte de l'eau douce. D'accord, c'est pas bon signe non Et, plus, quoi. et ces deux phénomènes perturbent le Gulf Stream qui est pris en sandwich entre les deux. Et bien sûr, comme vous avez vu que l'océan est turbulent, ça crée des oscillations du Gulf Stream, aussi bien l'oscillation des méandres, l'amplitude des méandres et sa position nord-sud, qui va déterminer un peu le thermostat de l'Europe. On va avoir encore le temps de faire une photo mystère. On avait plein, mais en fait, c'est tellement intéressant de savoir tout l'arrière des photos, qu'est-ce qui se cache, quelle est l'interprétation. Donc, on va vous montrer celle-ci. Donc, c'est quoi? Celle-ci, on n'a pas trop vu de ce type de photo. Il va falloir que vous deviniez qu'est-ce que c'est exactement. Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'une inondation, le fond de la mer, de la pollution ou l'érosion côtière? On a fait un peu crescendo sur la difficulté là, parce que on va voir si vous allez vous en sortir avec celle-là. Alors, inondation, pollution, fond de la mer, érosion côtière. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est intéressant parce que les gens discutent entre eux. Alors, moi, Toujours d'accord. je m'attends à 50-50. Ah, on va voir. Ah, presque. Pas Oui. mal. Alors, bien sûr, c'est une inondation, on le voit, mais ça, c'est la partie terrestre. Ce qui est intéressant, c'est le panache qu'on a vu dans l'autre photo. Et évidemment, il y a toujours de l'érosion côtière, mais là, elle n'est pas représentée. Quand on représente l'érosion côtière, on dit avant, après, etc. Et là, on voit qu'on est capable de mesurer le continuum entre la Terre et la mer et la quantité de masse d'eau. Et évidemment, le satellite SWOT, qui est la révolution, le bijou, la chose sur laquelle on a travaillé pendant 30 ans pour essayer de l'obtenir, nous permet de voir ce genre de choses à très haute résolution. Ça sert à nourrir des modèles d'intelligence artificielle pour ensuite nous aider à prédire les inondations. Et c'est très important. À l'Agence spatiale européenne, où j'ai passé 32 ans, et mon dernière action, c'était de lancer une activité pour prédire les inondations grâce aux données. Et pour prévenir les populations d'un danger à venir. Donc, toutes ces images que vous nous avez montrées, ça peut aider à anticiper des risques et ça peut aussi nous aider à avoir des preuves, même s'il n'y a plus besoin de preuves en théorie, du réchauffement climatique et du dérèglement climatique en cours. Ça sert un peu à tout ça, toutes les images. Oui, on arrive à faire des longues séries temporelles, surtout depuis Topex Poséidon pour le niveau de la mer, et on voit l'évolution du niveau de la mer qui s'accélère. Il ne devrait pas s'accélérer, mais il s'accélère. Donc on le voit. Il faudrait que nous, on ralentisse pour que le niveau de la mer cesse de s'accélérer. Ouais. Et on a des longues séries temporelles sur 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, et ça nous permet de commencer à faire des études du climat qui sont vraiment sérieuses. Parce que quand on a 30 ans de données, on peut imaginer comment ça sera dans 30 ans, voire 50, voire 100 grâce au modèle. Bon, merci beaucoup de nous avoir présenté l'océan et les mers sous un angle inédit. Merci aussi de nous avoir confirmé, même si je savais déjà, que toutes les données vont dans le sens des rapports du GIEC et que c'est à prendre au sérieux. Ce n'est pas juste une hypothèse en l'air. C'est important de le redire. Je ne reviens pas qu'on soit encore obligé de le redire. Mais ça vaut le coup de dire qu'on a plein de données. 30 ans, comme vous disiez, 2 données qui vont toutes dans le même sens. Merci beaucoup. C'était vraiment un bonheur pour les yeux, ce quiz, grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais rajouter quand même... Une petite conclusion, ouais. Oui,
Oui, Un petit mot de la fin. la chose à retenir, c'est à quel point l'océan est beau. Quand vous voyez ces images, vous avez envie de les avoir. Et comme disait Jacques Cousteau, on protège ce qu'on aime.